Avant de fêter son indépendance jeudi, Israël se souvient à partir de ce soir des soldats tués au combat. Minute de silence dans un instant dans tout le pays. Hommage également aux victimes du terrorisme. Et pour la première fois d'ailleurs, un Palestinien, Mohamed Aboukder, a été inscrit sur la liste des victimes du terrorisme israélien. Bilan revu à la hausse après le naufrage d'un bateau de migrants en Méditerranée dimanche dernier. 800 personnes portées disparues et 2 passeurs interpellés à bord du bateau. Ils vont être poursuivis pour homicide. Les rescapés, eux, ont pu rejoindre la terre ferme aujourd'hui. L'ouverture du procès de l'ancien comptable d'Auschwitz en Allemagne, âgé de 93 ans. Il a demandé pardon mais refuse d'être considéré comme un bourreau. Verdict attendu fin juillet. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous, nous allons donc vous faire vivre dans moins d'une minute maintenant le début des cérémonies marquant la journée du souvenir en Israël. Souvenir en hommage aux soldats tués lors des différentes guerres et combats, mais également hommage aux victimes du terrorisme. Première cérémonie, vous le voyez à l'écran et on y sera en direct dans quelques instants au Kotel, le mur des lamentations à Jérusalem. Première cérémonie officielle marquant donc le début de cette journée. Dans un instant donc c'est tout le pays qui va se figer durant une minute au son donc d'une sirène qui marque donc cette première minute de recueillement et vous allez le voir et le vivre en images sur notre antenne dans un instant. Voilà donc, vous l'avez entendu, cette sonnerie qui s'arrête de retentir et le pays donc qui se remet en marche pour cette journée de recueillement, car d'autres cérémonies sont prévues demain, notamment à Jérusalem. Mais dans un instant, nous irons à cette première cérémonie qui a lieu devant le mur des lamentations à Jérusalem. Vous avez vu en présence de nombreux officiels et de représentants évidemment de l'armée, car c'est le souvenir pour les 23 320 soldats officiellement tombés au combat pour Israël. Avant d'aller à Jérusalem donc, et cette première cérémonie, il y a également ces soldats blessés qui vivent cette journée de commémoration avec beaucoup d'intensité, notamment ceux blessés lors de la dernière opération menée à Gaza l'été dernier par Tsahal. Reportage Julien Baloul. Comment revenir à la vie normale lorsqu'on a vécu la guerre à 20 ans? Rares sont ceux qui acceptent d'en parler. En juillet dernier, Tsahal mobilisait des milliers de jeunes soldats pour aller combattre le Hamas dans la bande de Gaza. Gil devait terminer son service militaire le jour où il est entré dans le territoire palestinien. Plusieurs mois plus tard, les séquelles psychologiques sont encore présentes. Des moments où tu sais que tu as été trop près de la mort, et tu le sais parce qu'un missile est tombé à vraiment 5 mètres de toi. Les débris explosent. Tout autour de toi, tes amis sont blessés, et toi tu remercies simplement le ciel d'être resté en vie. C'est une peur que tu ne pourras jamais oublier. Gabriel a failli mourir cet été. Mais des instants où il a frôlé la mort, il n'a pas beaucoup de souvenirs. On devait rentrer dans la maison. La troisième maison dans laquelle on est rentré, elle était piégée. Il y avait un explosif dedans, et on l'a pas vu. Et tu te souviens de ce moment où ça a explosé? Non, j'ai plus de mémoire. J'ai des petits flashbacks. Des fois ça revient pendant la nuit et puis ça repart. Moi je me réveille comme si j'étais soufflé. Sa mère vit en région parisienne. Il a sciemment décidé
de lui cacher la vérité pour ne pas l'inquiéter. Je me souviens, ils nous ont dit, bon, bah maintenant c'est le dernier coup de fil, le dernier coup de téléphone. Ils ont dit, bon, maintenant t'appelles ta mère, ta grand-mère, ta copine, ton père. Tu lui dis que tu n'auras plus de téléphone. Gil et Gabriel ont eu des destins très différents au combat. Mais les deux ont un point commun. Pas un jour ne passe sans qu'ils ne pensent à la guerre. Quand je vois cette photo, ça me ramène là-bas, à Gaza. Je n'ai rien oublié. Au quotidien, tu peux oublier ce que tu as mangé le matin, mais là-bas, tu te souviens de tout. Ce que tu as mangé, bu, où tu as été, ce que tu as vu, ce qui t'est arrivé. Je pense tous les jours. Mais pas que dans les mauvais sens, parce que... même pas pour faire l'ancien, mais il suffit que je vois un mec en uniforme. Et je me dis, ça se trouve, il va y passer. C'est-à-dire, il va y aller un de ces quatre. 8 mois ont passé depuis la fin de la guerre. Si les fusils se sont tus, des plaies invisibles restent ouvertes. Et c'est pour tenter de les cicatriser que des associations comme Natal existent. Si vous revenez du front avec un bandage au bras, ou bien que vous avez subi une opération, tout le monde peut le voir et le comprendre. Mais parfois, vous revenez et vous semblez intact, mais vous ne pouvez pas dormir. Vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes perturbé par les flashbacks, des cauchemars, et vous vous demandez pourquoi est-ce que je n'arrive pas à retourner à une vie normale. C'est parce que ça ne fonctionne pas de cette façon. Aujourd'hui, Gil, Gabriel et les autres tentent de reprendre leur routine, conscients de la chance qu'ils ont d'être en vie. La première fois que tu retrouves ta famille après la guerre, c'est une sensation impossible à décrire. Quand tu es là-bas, tu es sûr que tu ne les reverras jamais. Malgré sa volonté de continuer à servir en uniforme, Gabriel a été totalement libéré de ses obligations militaires. Gil, de son côté, sera encore une fois appelé sous les drapeaux si une nouvelle guerre éclate. Julien Balloul, bonsoir. Bonsoir On Jean-Charles. vient de voir donc ce reportage qui effectivement montre à quel point le post-traumatisme de ces opérations militaires est important et c'est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité, mais qui est difficilement quantifiable dans l'armée israélienne parce qu'il n'y a pas de statistiques officielles. L'armée israélienne a fait des enquêtes après la guerre. Ce qui est important de préciser, c'est que la branche médicale de l'armée, même pendant la guerre, était en contact avec les soldats, avec les réservistes, avec les commandants, pour tenter de percevoir s'il y avait des signes de détresse au sein des soldats. Et l'armée israélienne a avoué récemment avoir été très surprise par l'ampleur du phénomène après la guerre. On estime qu'il y a des centaines de soldats qui sont atteints de post-traumatisme. Le problème, c'est que pour que ces soldats soient pris en charge, il faut qu'on décèle ce stress, cette détresse, et les soldats d'eux-mêmes ne font pas la démarche parce que souvent il y a une gêne et une honte chez les soldats d'en parler parce qu'ils sont en vie, tandis que leurs amis sont morts, donc ils ont honte d'en parler. Et je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des soldats qui acceptaient d'en parler. Gabriel est un miraculé. J'avais rencontré sa mère cet été pendant la guerre à l'hôpital de Beersheva où elle venait d'atterrir. Elle habite en France et c'est le consul d'Israël qui lui a dit « Votre fils a été gravement blessé ». Je l'avais rencontré à l'hôpital à Beersheva. Son fils était dans un état grave, vous l'avez vu aujourd'hui, physiquement il va bien même s'il est perturbé. L'armée israélienne a mis un numéro de téléphone en place. Il y a eu 3 suicides qui ont marqué la société israélienne, c'était au mois de septembre, fin septembre. 3 soldats qui avaient combattu à Gaza, les 3 se sont suicidés avec leur arme de service. Donc c'est des événements qui sont très traumatisants pour une société où tout le monde fait l'armée, où tout le monde connaît un soldat. Très rapidement, ça dépasse le cadre donc, de l'armée et de Tsahal. Absolument. En réalité, c'est tout un pays qui est en stress post-traumatique parce qu'il suffit d'avoir grandi dans le sud avec les alertes à roquettes pour traumatiser, sursauter dès qu'il y a un coup de klaxon ou un frigidaire qui se met en route. Donc c'est un vrai problème et les médecins essayent vraiment de déceler chez les personnes qui sont atteintes de stress post-traumatique pour s'en occuper à temps. Merci Julien Balloul. On va donc retourner à Jérusalem. Maintenant, on a vu l'image tout à l'heure de cette cérémonie qui s'apprêtait à démarrer devant le mur des lamentations. Daniel Haïk est sur place. Bonsoir. Daniel, coup d'envoi donc de ces commémorations ce soir là, juste derrière vous.
Oui, effectivement, la cérémonie officielle du début des commémorations de cette journée du souvenir à la mémoire des 25 320 soldats qui sont tombés au combat et des 2538 victimes du terrorisme a débuté il y a quelques instants ici sur l'esplanade du mur occidental par la sirène du souvenir, vous l'avez entendu, et puis aussi par, vous l'avez remarqué aussi, l'image de la flamme du souvenir par le président de l'État qui était accompagné de Moria Ashkenazi. Moria Ashkenazi qui est la veuve de Yair Ashkenazi, le sergent-chef Yair Ashkenazi qui est tombé au combat durant l'opération Bordure Protectrice le 25 juillet dernier, qui a donc allumé avec le président de l'État, Reuven Rivlin, cette flamme du souvenir. Il faut noter que c'est la première fois que le président Rivlin est ici présent en tant que président de l'État. Il va y avoir, après le discours du président, un discours du chef d'état-major de l'armée israélienne. Il faut noter que dans la foule se trouvent énormément de familles endeuillées, des familles qui ont perdu leurs êtres proches, leurs êtres chers et qui viennent ici se recueillir, comme d'ailleurs l'ensemble de la nation d'Israël aujourd'hui à leur mémoire. Alors Daniel, il faut souligner l'importance de cette journée qui précède la fête de l'indépendance jeudi, mais d'abord le recueillement pour ceux qui sont tombés pour Israël. Oui, effectivement, c'est une journée tout à fait particulière qui commence par un événement tout à fait particulier. Cette sirène du souvenir, c'est quelque chose qui est tout à fait spécifique à l'État d'Israël. Difficile à comprendre cette manière de se souvenir à l'unisson, mais je crois que quelque part, si on se rappelle ce qui s'est passé en France en janvier dernier, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, eh bien, également les autorités françaises avaient décrété une minute de silence à la mémoire des victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe ici quasiment depuis la création de l'État d'Israël. C'est la manière choisie par les dirigeants de l'État d'Israël pour commémorer le souvenir des victimes des soldats tombés au combat, puis des victimes du terrorisme. Et c'est une journée de deuil national. Il n'y a pas, comme la semaine dernière à propos de la journée de la Shoah, il n'y a pas de lieu de distraction ouvert ce soir dans l'ensemble du pays. Ce soir, l'essentiel les Israéliens vont suivre à la télévision différents programmes qui vont mentionner le souvenir de ces différents soldats et des officiers qui sont tombés au combat, des victimes du terrorisme, et des soirées également de chants tristes, de chants émouvants qui rappellent le souvenir de ces victimes. C'est donc une journée qui se veut être une journée de cohésion, d'unité au sein de cette nation israélienne qui, on le sait, est très souvent clivée. Merci Daniel Haïk. On va vous retrouver un petit peu plus tard et on viendra évidemment sur cette journée de commémoration avec d'autres reportages des invités tout au long de cette édition. Un mot aussi de l'enquête qui concerne l'attaque à la voiture bélier menée la semaine dernière à Jérusalem. Le suspect palestinien a avoué aujourd'hui qu'il avait bien cherché à écraser, je cite, des juifs pour se venger. Acte terroriste confirmé. Donc un jeune Israélien de 25 ans a été tué et sa fiancée se trouve toujours ce soir dans un état grave mais stabilisé, indiquent les médecins. En Italie, le bilan de la tragédie de dimanche dernier en Méditerranée a été revu à la hausse par l'ONU. On parle de 800 morts à bord de ce bateau venu de Libye. Les quelques rescapés ont pu être ramenés à terre la nuit dernière alors que 2 suspects ont été interpellés sur le navire. Ils pourraient être les passeurs et vont être poursuivis pour homicide. Léa Berdugo. Ils étaient des dizaines à attendre l'arrivée des migrants rescapés du naufrage. Policiers, personnel médical, militants antiracistes, tous ont fait le déplacement. Nous avons rencontré ces jeunes hommes. Ils nous ont raconté et nous avons pu confronter les versions. Et nous pouvons affirmer avec une certitude raisonnable qu'il y avait à bord environ 800 personnes. Donc on peut dire que 800 personnes sont mortes. Ils étaient environ dans les 800 et 28 ont survécu. Ils ont survécu mais sont éprouvés et sous le choc. Par ailleurs, 2 des survivants sont soupçonnés par les autorités d'être les responsables du drame. Nous avons arrêté 2 des présumés trafiquants. Il s'agit du commandant de l'embarcation naufragée et d'un membre de l'équipage. Selon le parquet, la catastrophe a 2 causes principales. Premièrement, la surcharge du navire et deuxièmement, l'incapacité du commandant à manœuvrer son chalutier à l'approche d'un cargo portugais venu le secourir. Les catastrophes maritimes impliquant des migrants se sont multipliées ces derniers temps. Depuis le début de l'année, 1750 migrants ont péri en mer.
guerre. Selon les Nations Unies, le mois d'avril 2015 a été le plus meurtrier en Méditerranée. Nous avons actuellement un total d'environ 1300 décès en avril. Cela signifie qu'avril 2015 a été le mois le plus cruel avec les chiffres de décès les plus élevés que nous ayons constatés en un seul mois en Méditerranée. Nous avons cette année reporté jusqu'à présent 1776 morts en Méditerranée. Un plan d'action en 10 points a été décidé par l'Union européenne. Il prévoit notamment un renforcement des moyens pour la mission de surveillance maritime Triton. Pour détailler leur mission, les principaux pays européens se réunissent en sommet extraordinaire dès jeudi à Bruxelles. Au Yémen, c'est un bilan terrible du nombre des victimes depuis l'escalade militaire entre les rebelles houthis et la coalition arabe. 944 morts et près de 3500 blessés. Constat aggravé par la situation sanitaire dégradée dans le pays. Et la tension est loin de retomber puisque la marine américaine a dépêché aujourd'hui des navires dans la région pour surveiller les livraisons d'armes effectuées par l'Iran aux rebelles chiites. Joseph Emmanuel. Le célèbre porte-avions Theodore Roosevelt et le croiseur porte-missile USS Normandie se dirigent vers le Yémen. Ils font route avec 7 autres navires de guerre battant pavillon américain pour jeter l'ancre dans la ville d'Aden, actuellement sous contrôle des rebelles houthis soutenus par l'Iran. Selon des responsables américains, la République islamique envoie depuis plusieurs semaines une armada de navires de guerre pour réarmer les rebelles chiites sous le feu de la coalition arabe emmenée par l'Arabie saoudite. L'ONU réclame un cessez-le-feu et l'Alliance des pays du Golfe n'arrêtera ses bombardements que lorsqu'elle récupérera la ville de Taïz, véritable champ de bataille. Nous faisons partie de la résistance populaire de la ville de Taïz et nous allons vaincre nos ennemis, ceux qui viennent de Madane, et nous allons les faire retourner dans leurs grottes. Ceux qui viennent de Madane sont les chiites houthis, pour l'instant bien ancrés dans Taïz comme dans Aden, où les combats se poursuivent également. La question d'une intervention au sol de la coalition arabe se pose un peu plus chaque jour et l'arrivée de la marine américaine laisse penser à un durcissement du conflit. Renseignements, ravitaillement, ces dernières semaines, les États-Unis ont élargi leur rôle dans leur soutien à la coalition dirigée par l'Arabie saoudite. Le conflit naval entre l'Iran et les Saoudiens pourrait intensifier les combats dans un affrontement qui prendrait clairement le visage d'une guerre par procuration dans une lutte internationale à grande échelle. Les frappes aériennes de la coalition arabe avaient pour objectif de rétablir le pouvoir du président Hadi, toujours réfugié chez l'allié sunnite saoudien. Un refuge qui pourrait durer plus longtemps que prévu, même en cas de victoire de la coalition sunnite sur les Houthis. Les cercles diplomatiques parlent déjà du président yéménite au passé et l'investiture de son Premier ministre au poste de vice-président il y a une semaine vient appuyer cette possibilité. Pendant ce temps, des milliers de Yéménites fuient leur pays pour agrandir un peu plus le chiffre des réfugiés dans le monde. Alors avec nous Jacques Neria, expert pour le Moyen-Orient. Bonsoir Jacques. Oui, bonsoir. Question donc ce soir, est-ce qu'on se dirige vers une escalade possible entre les Américains et l'Iran en marge du Yémen ? Écoutez Jean-Charles, il semblerait que les Américains se sont réveillés. Et ils comprennent finalement que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est l'influence, je dirais, non seulement de l'Arabie saoudite, mais je dirais de l'Occident même, des États-Unis face à l'hégémonie iranienne qui ne cesse de se propager dans la région. Le fait que les Américains aient finalement décidé d'envoyer un porte-avions et de la 7e flotte, donc le Roosevelt, avec un bateau lance-missiles, le Normandie, qui viennent s'ajouter à une flotte déjà de 10 bâtiments qui sont sur place, tout simplement veut signifier que les Américains sont sur place pour au moins, en premier lieu, assurer la liberté du passage à Bab el-Mandeb, donc la porte principale de la mer Rouge, et deuxièmement, de signifier aux Iraniens, de 7 bâtiments iraniens, que si jamais vous approchez de la côte yéménite, vous aurez à quoi de vous frotter. Mais alors, s'il y a confrontation, si les navires se rencontrent, que vont faire les Iraniens ? Est-ce qu'on est sûr qu'ils vont rebrousser chemin ? Écoutez, les Iraniens sont tellement imprévisibles que je dirais il y aurait peut-être même une possibilité d'un accrochage entre les bâtiments. Dans ce genre, je dirais, d'accrochage, les Iraniens n'ont pas beaucoup de chance. Ils ne seront pas, je dirais, ceux qui gagneront la partie de ce côté-là. Mais ce qui veut très bien dire qu'il y a ici une dichotomie dans la conduite des Américains face à l'Iran. D'un côté, essayer d'arriver à un accord
dans le nucléaire, mais de notre côté, ils commencent à comprendre que finalement, ils ne peuvent pas travailler avec l'Iran sur l'hégémonie du Moyen-Orient. C'est tout simplement ou l'Iran ou les Américains. D'un mot aussi, la décision des Saoudiens aujourd'hui de mobiliser la garde nationale, ça veut dire quoi la garde nationale, c'est la garde républicaine, c'est la garde personnelle du royaume. Donc les engagés voudrait dire tout simplement que les Saoudiens veulent arriver à une étape où les Houthis devraient tout simplement demander de la paix, une reddition complète. Les Saoudiens qui parlent de la tempête de la fermeté, hazm, parlent aussi de la tempête de la destruction, de la soumission, al-hasm. Donc c'est hazm et hasm. Nous sommes en train de passer de la première étape à la deuxième étape, qui pourrait naturellement aussi signifier un engagement dans des forces terrestres au Yémen. Merci Jacques Neria pour cette analyse donc. En Égypte, l'ex-président islamiste Mohamed Morsi a échappé à la peine de mort aujourd'hui, jugé pour incitation au meurtre de manifestants. Morsi écope finalement d'une peine de 20 ans de prison, mais d'autres procès l'attendent avec aussi une possible peine capitale à la clé. Joseph Emmanuel. 20 ans de prison. Le président égyptien déchu encourait la peine de mort. Avec d'autres dirigeants de la confrérie des frères musulmans, il était accusé d'avoir encouragé des violences qui ont abouti à la mort de manifestants en décembre 2012. Des violences survenues alors que Mohamed Morsi venait de faire publier un décret élargissant ses prérogatives de chef d'État. L'ex-président rejette ses charges et continue de voir dans sa destitution un coup d'État. Qu'importe, les procureurs ont tranché dans ce procès très politique. En prison pour une période de 20 ans, sous surveillance policière pendant 5 ans, et le paiement de frais administratifs pour violence, arrestation et torture. Accusé de torture, d'arrestation et de violence, mais acquitté du chef d'accusation d'incitation au meurtre de 2 manifestants et d'un journaliste. Des événements pour lesquels la plupart des observateurs s'attendaient à ce que le premier président démocratiquement élu d'Égypte soit condamné à mort. 12 autres accusés prenaient place aux côtés de Mohamed Morsi, pour l'essentiel des responsables de la confrérie. Tous ont également été acquittés des chefs d'accusation de meurtre, un verdict qui apparaît comme relativement clément au regard des peines capitales prononcées de manière systématique dans d'autres procès. Mohamed Morsi était élu président en juin 2012, mettant fin à 3 décennies de l'ère Moubarak. Il exercera le pouvoir une année avant d'être renversé par le chef d'état-major de l'armée, Abdel Fattah el-Sisi, qui s'est depuis fait élire à la présidence du pays. Désormais, le président Sisi mène une répression implacable sur les membres des frères musulmans. Beaucoup accusent le pouvoir en place de limiter les libertés individuelles, vagues d'arrestations d'opposants, restrictions des manifestants ou répression accrue de l'homosexualité. Aujourd'hui, en Égypte, les voix s'élèvent de plus en plus pour contester le pouvoir militaire mis en place. Atterrissage d'urgence pour un Boeing de la compagnie israélienne Up, filiale d'El Al. Ce matin, l'appareil aurait abîmé une roue en quittant Tel Aviv pour rejoindre Prague. Et le pilote a alors décidé de faire demi-tour et de poser l'avion sans encombre à Tel Aviv. Les passagers indemnes ont été transférés dans un autre appareil. Écoutez. Je voudrais juste dire que l'avion a atterri normalement et les passagers vont tous bien. C'est plus important que tout. Tout a commencé quand nous avons trouvé des restes de caoutchouc de pneus sur le tarmac. Après une première évaluation, on a constaté que c'était un avion d'El Al. La compagnie nationale a décidé de forcer le pilote à faire demi-tour. Une situation d'urgence a été mise en œuvre avec la présence de toutes les forces de sécurité et de secours nécessaires. Mais nous sommes heureux que l'avion ait atterri normalement. En France, c'est un accident de train, un passage à niveau qui a fait une trentaine de blessés aujourd'hui, dont 3 sont dans un état sérieux. Cela se passe à Nangis, à l'est de Paris. Un train intercité a heurté un camion faisant dérailler plusieurs de ses wagons, mais le train est resté debout, ce qui a sans doute évité un bilan beaucoup plus lourd. La Cour suprême d'Indonésie a rejeté aujourd'hui le dernier recours formé par le Français Serge Atlaoui, condamné à mort pour trafic de drogue dans ce pays. Désormais, le Français qui clame son innocence depuis 10 ans peut être exécuté à tout moment, alors que la France appelle ce soir à la clémence l'Indonésie. Julia Guénancia.
Plus rien ne semble empêcher l'exécution de Serge Atlaoui. Le Français avait saisi la Cour suprême pour obtenir un procès en révision, mais son ultime recours vient d'être rejeté. Âgé aujourd'hui de 51 ans, il est arrêté en 2005 dans un laboratoire clandestin de production d'ecstasy près de Jakarta et condamné 2 ans plus tard à la peine capitale. Cet artisan soudeur s'est toujours défendu d'être un trafiquant de drogue, affirmant qu'il n'avait fait qu'installer des machines industrielles dans ce qu'il croyait être une usine d'acrylique. La France, farouchement opposée à la peine de mort abolie en 1981, a averti l'Indonésie qu'une exécution aurait des conséquences sur les relations bilatérales. Nous continuons à espérer un geste de clémence, mais nous sommes extrêmement préoccupés par cette décision et cette menace qui, si elle était mise à exécution, aurait évidemment des conséquences sur la relation entre ce pays et la France. Mais le parquet général indonésien semble décidé à procéder à une deuxième vague d'exécutions après celle de janvier. 6 condamnés, parmi lesquels 5 étrangers, avaient alors été fusillés pour la première fois depuis 2013. Marié et père de 4 enfants, Serge Atlaoui pourrait être exécuté en même temps que d'autres étrangers d'Australie, des Philippines, du Brésil et du Nigeria, également condamnés à mort pour trafic de drogue. J'aurais qu'une chose à dire, et ce que j'ai dit à nos enfants et à toute ma famille, il serait inconcevable que mon mari soit exécuté alors qu'il est innocent. Fraîchement élu, le président indonésien Joko Widodo persévère ainsi dans son intransigeance envers le narcotrafic en dépit des pressions de la diplomatie française. La date d'exécution des prochains condamnés à mort est imminente. Elle sera annoncée après la fin des procédures en cours. Alors en ligne avec nous justement le directeur général de l'association qui s'est mobilisée autour de Serge Atlaoui. Il s'agit de CPM, Ensemble contre la peine de mort. Raphaël Chenouil, Azan, bonsoir. Bonsoir. Votre réaction ce soir et de tous ceux qui soutiennent Serge Atlaoui, c'est j'imagine de l'abattement après ce recours, ce dernier recours épuisé? C'est une réaction de tristesse, mais c'est une réaction aussi où on est choqué de la manière, de la méthode à laquelle la justice indonésienne a traité la famille et Serge Atlaoui lui-même. Nous avons appris la nouvelle par voie de presse, par une dépêche ce matin de presse, alors que la famille et les avocats de Serge Atlaoui n'ont pas été prévenus. À aucun moment, leur situation n'a été prise en compte par le gouvernement indonésien et par la justice indonésienne. Quel espoir reste-t-il, puisque la France ce soir espère un geste de clémence de l'Indonésie? Est-ce qu'il y a encore vraiment un espoir que Serge Atlaoui échappe à la peine capitale? Il y a toujours de l'espoir. Il faut raccrocher au faible fil de l'espoir, mais le problème c'est qu'il diminue de jour en jour. Ce recours était important, ce recours qui était justifié, il faut le rappeler, d'autant que 2 Iraniens hier avaient eu l'acceptation du recours par la Cour suprême. Je le répète, il était justifié pour Serge Atlaoui parce qu'en plus, il avait été condamné à la prison à perpétuité. Et c'est la Cour suprême elle-même qui, il y a 8 ans, avait transformé cette première décision en peine de mort. Et puis justifié aussi parce que la situation de Serge n'est pas une situation normale. C'est un homme qui a été pris dans un engrenage, du trafic de drogue, où il est un ouvrier soudeur. Je rappelle que c'est un ouvrier qui a monté des installations qui se sont avérées des installations d'ecstasy, mais ce n'est pas un baron de la drogue. Tous ces faits devraient plaider en sa faveur et manifestement, aussi bien le système judiciaire que le système politique ne prend pas en compte tous ces faits. Ils veulent du sang, ils veulent des victimes, ils veulent tuer des gens pour soi-disant l'exemple. Merci pour cette réaction, Raphaël Chenouil-Lazan. Je rappelle donc que vous dirigez au CPM, Ensemble contre la peine de mort, association qui souhaite évidemment l'abolition de la peine de mort dans le monde et qui s'est mobilisée autour de Serge Atlaoui. Merci à vous. On va se retrouver dans un instant pour revenir justement sur le début des cérémonies marquant la journée du souvenir en Israël. Vous le voyez, c'est en direct, cela continue devant le mur des lamentations à Jérusalem où la flamme donc, du souvenir a été allumée. Hommage aux soldats tombés pour Israël lors des différentes guerres, mais aussi hommage aux victimes du terrorisme. Et à ce propos, on vous fera dans un instant écouter un témoignage intéressant, celui de la famille de Mohamed Aboukder. Mohamed Aboukder, c'est ce Palestinien de Jérusalem
Jérusalem qui avait été assassiné par des extrémistes juifs en juillet 2014, juste après l'enlèvement et l'assassinat de 3 jeunes Israéliens dans le Gush Etzion. Eh bien, Mohamed Aboukder a été inscrit, et c'est une première en Israël, dans la liste des victimes du terrorisme, dont une cérémonie, pour laquelle d'ailleurs une cérémonie est prévue demain, ce qui suscite parfois quelques remous, tant dans la famille du jeune homme d'ailleurs, que côté israélien. On va en parler dans un instant, juste après la pause. Et puis on aura également un débat à ce sujet dans une demi-heure à propos justement de la manière avec laquelle les Arabes israéliens voient cette journée de l'indépendance et du souvenir chaque année. On se retrouve donc dans un instant, juste après la pause. À tout de suite. Avant de fêter son indépendance jeudi, Israël se souvient à partir de ce soir des soldats tués au combat. Minute de silence tout à l'heure à travers tout le pays. Hommage également aux victimes du terrorisme. Et pour la première fois, un Palestinien, Mohamed Aboukder, a été inscrit sur cette liste des victimes israéliennes du terrorisme. On en parle dans une seconde. Bilan revu la hausse après le naufrage d'un bateau de migrants en Méditerranée dimanche dernier. 800 personnes portées disparues et 2 passeurs interpellés à bord du bateau. Ils vont être poursuivis pour homicide. L'ouverture du procès de l'ancien comptable d'Auschwitz en Allemagne, âgé de 93 ans. Il a demandé pardon aujourd'hui mais refuse d'être considéré comme un bourreau. Verdict attendu fin juillet. Les cérémonies donc qui ont démarré ce soir pour honorer les victimes des guerres qu'a menées Israël, mais également les victimes du terrorisme au cours de l'année écoulée. La plupart des victimes de ces actes terroristes sont des victimes juives israéliennes, car ces actes sont perpétrés par des Palestiniens, mais un nom a été rajouté à cette liste. Il s'agit du jeune Palestinien Mohamed Aboukder, assassiné par des extrémistes juifs en juillet 2014, ce qui constitue une première. Maxime Pérez. Mohamed Aboukder, reconnu par Israël comme victime du terrorisme. Ainsi en ont décidé les autorités, quitte à faire entorse à la tradition du Yom HaZikaron. Car le jour du souvenir en Israël a toujours rendu hommage aux soldats et aux victimes d'attentats palestiniens. Hussein, le père de Mohamed, refuse que son fils soit associé au deuil du peuple israélien. Je refuse que le nom de mon fils soit ajouté à ceux de soldats d'une armée qui a tué mes cousins et d'autres proches à Gaza et au Liban. Ils mettent le nom de mon fils à côté du leur et je le refuse. Je refuse que son nom figure aux côtés d'une armée criminelle qui nous tue. Côté israélien, et pour la raison inverse, les proches des victimes d'attaques terroristes contestent également cette décision. Il faut prendre en compte le fait qu'il y a 2 narratifs et qu'une telle commémoration ne peut inclure toutes les victimes du terrorisme. Cet événement doit être réservé aux juifs victimes du terrorisme arabe. L'assassinat de Mohamed Aboukder avait constitué l'un des événements tragiques de l'été dernier. Le 2 juillet 2014, en pleine nuit, ce jeune Palestinien de 16 ans est kidnappé près de son domicile, dans le quartier de Chouafat, à Jérusalem-Est. Son corps, entièrement calciné, est retrouvé au bout de quelques heures dans une forêt avoisinante. 4 jours plus tard, 3 Israéliens, dont 2 mineurs, sont arrêtés par la police. Tous sont inculpés pour l'enlèvement et le meurtre du jeune Mohamed. Les suspects affirment avoir agi pour venger la mort des 3 adolescents israéliens, capturés et assassinés un mois plus tôt près de Hébron, en Cisjordanie. Après l'enterrement de Mohamed Aboukder, les quartiers est de Jérusalem s'étaient embrasés pendant plusieurs jours. Les tensions avaient alors fait tache d'huile jusque dans la région de Galilée, au nord d'Israël. Le calme ne reviendra qu'au bout de plusieurs semaines. Alors donc on l'a compris, l'inscription de ce nom pose ce soir des questions. Bonsoir Maxime Pérez. Qui est d'ailleurs à l'origine de cette inscription ? Écoutez, le mystère plane toujours, il n'y a eu aucun communiqué officiel. Même le père du jeune Mohamed prétend ne pas avoir été informé par les autorités. En revanche, tout à l'heure, des responsables israéliens nous ont indiqué qu'il semble s'agir d'une initiative de la présidence de l'État, autrement dit de Reuven Rivlin, dont on sait
l'attachement à la coexistence entre juifs et arabes. On l'avait vu notamment prononcer ce fameux discours lors des commémorations du massacre de Kfar Qassem quelques années après l'indépendance de l'État d'Israël. Toujours est-il qu'il faut rappeler que cet assassinat du jeune Mohamed a été intervenu dans un climat absolument délétère en Israël, avec beaucoup de tensions communautaires et religieuses, pas seulement d'ailleurs à Jérusalem. Donc on peut y voir du côté israélien une volonté d'apaisement, une volonté de refermer cette parenthèse douloureuse de l'été dernier, même si cette initiative assez symbolique n'est pas du goût de tout le monde. Oui, c'est ça, parce que ça déclenche à la fois de l'hostilité côté palestinien, mais aussi côté israélien. Oui, hostilité, mécontentement à la fois du côté israélien et du côté palestinien. Du côté israélien, il y a évidemment cette gêne face à cet amalgame entre cette mémoire collective qu'on va absolument associer la souffrance des Israéliens depuis des décennies à l'égard de ce que leur fait endurer le terrorisme palestinien ne peut être associé à ces crimes de haine, même si évidemment personne ne les conteste, comme cette mort absolument odieuse du jeune Mohamed, qui n'est certainement pas une pratique générale en Israël. Et puis côté palestinien, il y a ce problème du narratif par rapport à justement l'histoire du conflit. Il y a un tabou, il y a ce refus d'être associé aux Israéliens, de voir une communion nationale, quelle qu'elle soit, avec les Israéliens. Et puis on l'a vu très clairement tout à l'heure, la mère du jeune Mohamed qui disait que pour elle c'est une honte de voir son fils tout simplement aux côtés de noms de victimes israéliennes, de victimes juives, a-t-elle même dit. Merci Maxime Pérez. Alors ces journées de commémoration, et cette commémoration, c'est aussi l'occasion de se souvenir de la toute première guerre, celle qui a abouti à la création de l'État d'Israël. 1947-48, une association israélienne s'est donnée pour but de recueillir, pendant qu'il est encore temps, les témoignages vidéo de ceux que l'on appelle les pionniers de l'État d'Israël. Reportage Maël Benoliel. Ils sont peu nombreux à être encore vivants, les pionniers d'Israël. Ces hommes et ces femmes font partie de la génération de 1948. Ils ont vu la Palestine sous mandat britannique devenir l'État hébreu. Faire témoigner face caméra ces premiers Israéliens, c'est l'idée de l'association Toldot Israël. Les personnes qui étaient impliquées dans ce processus sont encore en vie aujourd'hui pour nous dire comment cela s'est produit et pourquoi. Et nous leur devons bien ça, mais aussi à nous-mêmes et aux futures générations. Sauvegarder leurs histoires. Gil a à peine 20 ans au moment de la déclaration d'indépendance de l'État, le 14 mai 1948. Témoin mais aussi acteur de cette épopée, il se souvient de ce jour particulier. Nous étions dehors à Tel Aviv, nous savions qu'il allait déclarer l'indépendance d'un pays, quelque chose comme ça. Nous étions juste curieux et puis, d'un coup, voilà, c'était fait. Par contre, nous ne savions pas qu'à partir du lendemain, les choses sérieuses allaient commencer. Les déclarations, les menaces et surtout l'invasion de l'Égypte. Avec l'Égypte, 5 autres pays arabes déclarent la guerre à Israël, une guerre d'indépendance qui durera 13 mois. Pour Peleg Levy, principal acteur de Toldot Israël, les témoignages qu'il a récoltés lui ont permis de changer sa vision de l'histoire. À partir du moment où vous vous rendez compte de la signification de la guerre d'indépendance, une guerre sans équivalent à l'époque pour le peuple juif, ça vous change votre perception. Moi, cela a changé ma compréhension des choses et la signification d'être israélien, juif et vivre aujourd'hui dans ce pays. Je pense que c'est important pour les nouvelles générations de connaître ce qu'il y avait avant la création de l'État, pendant la création, la guerre d'indépendance et après. Pour moi, c'est important de transmettre les informations que j'ai sur cette période. De la même façon que cela a été important pour moi de contribuer, comme j'ai pu, à la création de l'État. À l'heure où l'État d'Israël s'apprête à fêter ses 67 ans d'existence, l'association Toldot Israël se rapproche des 1000 interviews déjà enregistrées. Un accord a d'ailleurs été passé avec la Librairie nationale d'Israël pour que cette dernière puisse exploiter ces recueils de mémoire et ainsi mettre à la disposition du plus grand nombre ces témoignages pour une meilleure compréhension de l'histoire.
Alors, Gilles Kessary, bonsoir. On vient de vous voir dans ce reportage. Je peux dire votre âge, vous avez 84 ans, vous êtes ce que l'on appelle donc un vétéran de cette première guerre d'Israël. Comment vous vous étiez retrouvé là, engagé justement dans cette guerre? Est-ce que vous vous souvenez comment ça s'est passé? Il faut revenir un peu en arrière. Pour moi, ce n'était pas la première guerre. Parce qu'avant la création de l'État, déjà j'étais membre de l'Irgun, l'une des organisations clandestines contre les Anglais. Et à peu près vers 16 ans, je me suis engagé dans l'Irgun. Et lorsque, évidemment, l'État a été proclamé, et l'Irgun a rejoint l'armée de Tsahal, alors nous sommes engagés tous, nous avons été mobilisés pour servir dans Tsahal. Maintenant là, c'est un précédent absolument... Et ni avant ni après, il n'y avait pas un tel précédent, parce que, étant donné que tout le pays était tout petit, il y avait à peine 800 000 habitants en Eretz Israël, et il y avait une pénurie de combattants. Et Ben Gurion a pris une décision personnelle d'engager des lycéens. Alors on nous a engagés en tant que lycéens, toute la promotion de cette année, un an avant le bac. On s'est engagé, chacun a servi comme il pouvait. Et lorsque la guerre était terminée, ou bien arrêtée, on est revenu au lycée pour terminer le bac. C'est un cas absolument inouï. Est-ce que vous aviez l'impression de bâtir justement ce pays aujourd'hui qui va fêter ses 67 ans et tout ce qui s'est passé depuis? Vous imaginez ce qu'allait devenir Israël à l'époque? Et on espérait évidemment qu'on combat pour la survie du pays. On ne s'attendait pas, et on n'y croyait même pas, on n'y pensait même pas que ça va devenir un pays dans un sens relativement une puissance économique, un pays tellement avancé dans le domaine électronique. Bon, il n'y avait pas d'électronique à cette époque. Nous, tout ce qu'on voulait, c'est de pouvoir défendre le pays, qui est un État qui venait de naître. Et c'est tout ce qui nous intéressait. Parce que pour nous, pouvoir continuer et avoir notre propre État, c'était un petit miracle. Or, ça l'a été. Combien de guerres vous avez vécues de près, personnellement? Pratiquement toutes. Et la dernière, c'était la guerre de Kippour. Et quand vous voyez aujourd'hui cet hommage rendu aux soldats, ça vous donne quoi comme sentiment? C'est inouï. Moi, je n'en reviens pas. Toutes les années, c'est pareil. Et je crois que c'est un phénomène, c'est un spectacle absolument extraordinaire. Je crois que ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Et de pouvoir voir justement ce rapport entre le jour du souvenir, de la commémoration, et le jour, la joie de la création de l'État. Et je crois que ça a été très bien décidé de faire ces deux journées sans transition, c'est-à-dire de la douleur vers la joie. Merci beaucoup pour ce témoignage, Gilles Kessary. Je rappelle donc que vous êtes un vétéran de la toute première guerre, celle qui a abouti à la création de l'État d'Israël. Merci d'être venu dans ce studio. Ouverture aujourd'hui en Allemagne d'un procès à sensation, celui de l'ancien comptable SS du camp d'Auschwitz, poursuivi pour avoir participé à l'extermination de plusieurs centaines de milliers de juifs hongrois. Âgé de 93 ans, il a voulu demander pardon aujourd'hui, mais refuse d'être traité comme un bourreau. Julia Ganancia. Témoin, mais pas coupable. C'est la ligne de défense d'Oskar Groening. À Auschwitz, il est chargé de collecter les effets personnels des déportés et participe à la sélection de ceux qui sont envoyés dans les chambres à gaz. Venu en déambulateur appuyé de ses deux avocats, l'ancien comptable comparaît devant le tribunal de Lunenburg en Allemagne pour complicité de meurtre aggravé. Âgé aujourd'hui de 93 ans, il est accusé d'avoir contribué à la déportation de 300 000 juifs hongrois au printemps 1944. Pour moi, il ne fait aucun doute que je partage une culpabilité morale. Je demande pardon. Concernant la question de la responsabilité pénale, c'est à vous de décider. L'audience se déroule dans une salle de spectacle en raison de l'afflux médias du monde entier et 67 parties civiles, rescapés et descendants de victimes. Pour eux, l'essentiel c'est que justice soit rendue. Nous allons travailler dans le calme et la justice pour ces gens qui, il y a 70 ans, ont perdu leurs proches, mais qui ont aussi vécu cette expérience avec beaucoup d'espoir. Ils ont eu beaucoup de mal à se battre pour leur existence. Parmi les survivants d'Auschwitz présents au
procès, Eva Kor, 81 ans. Elle vient des États-Unis pour assister au procès et a perdu ses parents et 2 sœurs dans le camp, même si elle considère Groening comme un meurtrier pour sa participation à un système de meurtre de masse. Elle apprécie ses efforts. Peut-être que j'attendais trop de lui. Il est très vieux et le voir face à moi m'a fait réaliser qu'il faisait de son mieux avec son esprit et son corps. Car il a de grosses difficultés physiques et j'en suis sûre émotionnelles. Depuis 1945, 6656 condamnations ont été prononcées, dont 91% de peines inférieures à 5 ans de prison. Oskar Groening a été témoin dans 3 procès d'anciens nazis et a déjà bénéficié d'un non-lieu en 1985. Il pourrait bien être le dernier nazi du Troisième Reich à être jugé. Le verdict est attendu à la fin du mois de juillet. Oskar Groening aura 94 ans. Alors, invité en duplex depuis Paris, le grand rabbin de France, Haïm Corsia, qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être là. On va parler dans un instant de votre voyage à Rome, où vous avez été reçu en audience par le pape François. Mais juste un mot d'abord, votre réaction en tant qu'homme de foi, de religion, sur ce procès en Allemagne qui fait beaucoup de bruit. On juge à 94 ans un ancien membre SS du camp d'Auschwitz. Est-ce qu'à votre avis, on doit continuer à juger aujourd'hui, quel que soit leur âge, ceux qui ont perpétré ces crimes de la Shoah? Bien entendu. L'autre option, c'est de dire on fait rien et on les laisse mourir de la balle mort, serein, en considérant qu'ils sont trop âgés. On fait un procès pour la personne et on fait un procès pour l'histoire. On voit bien comment on capitalise sur ce procès de Barbie, sur tous les procès qu'il y a pu avoir en France, même si c'était trop tardif. Il vaut mieux un procès tardif que pas de procès du tout. Merci pour cette réaction concernant donc ce procès en Allemagne. On parle donc maintenant de votre voyage à Rome. Vous étiez donc hier au Vatican. Il y avait d'abord donc la réception des rabbins de la conférence européenne. C'était une première. Pourquoi aujourd'hui ce rapprochement étroit, on va dire, avec l'Église catholique, avec le Vatican, Haïm Corsia? C'est pas... On ne peut pas parler de rapprochement étroit. Il y a un travail quotidien qui est accompli par les rabbins, les prêtres, par les instances communautaires, par tous les groupes de dialogue, les amitiés judo-chrétiennes. Mais c'était important que 50 ans après Vatican II, cette déclaration Nostra Aetate, qui redéfinissait les rapports entre le judaïsme et l'Église catholique, on puisse avoir une rencontre et mettre en place ce qui pourra être accompli pour commémorer ces 50 ans de Vatican II. 50 ans de Vatican II, c'est une autre façon de penser les rapports avec le judaïsme. Jules Isaac avait eu cette formule magnifique. On est passé de l'enseignement du mépris à l'enseignement de l'estime. Je crois qu'il faut qu'on passe au temps de la co-responsabilité sur le monde. Et, ceci dit, il y avait d'autres sujets, notamment les questions des migrants. Puisque le matin même on avait appris cette catastrophe qui s'ajoutait à une longue série de décès des migrants en Méditerranée, l'exécution tragique des chrétiens éthiopiens qui fait suite à l'ensemble des discriminations, des massacres, de l'oppression sur les chrétiens dans tout l'Orient, et puis bien sûr l'antisémitisme qui augmente en Europe avec les assassinats qu'on a pu déplorer en France, à Copenhague, en Belgique, et toute la tension qui monte, puisque les faits antisémites ont augmenté en Grande-Bretagne, ils ont augmenté aux États-Unis. Il y a une sorte d'air du temps qui est nauséabonde, et il faut de manière impérative que les grandes religions dans le monde s'entendent pour essayer de partager cette co-responsabilité dont je parlais. Ouais, mais alors justement, il y a une entente aujourd'hui avec le pape François pour, on va dire, peser sur ces sujets-là. Est-ce que la religion musulmane aussi s'associe à vous et à la religion catholique sur ce dossier-là? Bien évidemment, on a d'autres groupes de travail. Et la semaine dernière, j'ai déjeuné à la Grande Mosquée avec un groupe d'une dizaine de personnes, de rabbins, avec lesquels on a pu rencontrer le CFCM, dialoguer. C'était un repas informel qui s'est transformé en repas de travail, où on a abordé des questions essentielles comme le sentiment de victimation, la réalité des faits antisémites, qui cause les faits antisémites. Mais je crois que chaque chemin est un chemin indépendant, chaque chemin contribue à rapprocher les hommes entre eux,
Et ce qui me semble important, c'est de continuer à bâtir des ponts. C'est ne jamais fermer la porte au dialogue, à l'échange. On l'a fait donc la semaine dernière avec l'islam, on le fait régulièrement avec l'Église catholique. Le fait que la conférence des rabbins européens ait été reçue par le pape pour la première fois, c'est une façon aussi de dire que l'Europe est une existence réelle et l'Europe va influencer aussi les questions de vie quotidienne. En France, par exemple, nous sommes touchés par les décisions de l'Europe sur l'abattage rituel, sur la circoncision, sur tout ce qui peut gérer notre vie, mais notre bonheur simple. On ne se pose pas la question tous les jours. Mais pourtant, ça se décide, ça se construit en tout cas au niveau européen. Et puis, il y a eu quelque chose d'assez émouvant, c'est que le matin même, on avait appris le décès du grand rabbin Elio Toaf, qui était l'ancien grand rabbin de Rome. Et c'était celui qui avait préparé la rencontre de Jean-Paul II à la Grande Synagogue de Rome. Et c'était très émouvant de participer au départ de son corps devant la Grande Synagogue de Rome. Le cercueil a été applaudi par la foule de Rome, et pas exclusivement la communauté juive, mais la foule de Rome, ce qui prouve qu'il était une grande conscience de sa ville et de son pays. Et c'est peut-être la façon qu'on a de construire une sorte de fraternité où ensemble, on porte une espérance pour la cité. Merci beaucoup pour ce témoignage donc depuis Paris, grand rabbin de France, Haïm Corsia. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. On parlait de pionniers tout à l'heure. Eh bien, cette entreprise israélienne fait figure de pionnière en matière d'irrigation. Netafim, devenu leader mondial dans son domaine et qui fête cette année ses 50 ans. L'histoire d'un rêve devenu réalité, faire arriver de l'eau dans le désert. Reportage Anthony Lesme. Le goutte à goutte fête ses 50 ans. En avril 1965, l'agronome Simcha Blas a inventé le procédé dans un kibboutz dans la région désertique du Negev, au sud d'Israël. Double objectif, économiser l'eau et augmenter la productivité. Netafim est né. Nous sommes dans l'un des centres de recherche et développement de la firme, au kibboutz Magal, au nord du pays. Nous y rencontrons l'agronomiste en chef de la compagnie, Doubi Raz. Tout a commencé au kibboutz Hatzerim en 1965. Aujourd'hui, nous sommes présents partout dans le monde. Nous avons des usines dans plus de 17 pays et commercialisons nos solutions dans 110 pays. C'est une entreprise mondiale qui emploie plus de 4000 personnes et tout va bien. Si Doubi ne cache pas son contentement, c'est qu'il connaît les perspectives d'avenir. Le marché de l'irrigation intelligente pourrait dépasser les 8 milliards de dollars en 2020 selon TMR, un cabinet d'intelligence américain. Une progression de plus de 150% en seulement 5 ans. Netafim, qui détient déjà 30% des parts de marché, peut croire à l'accélération de son développement. D'autant que l'entreprise ne se limite plus au goutte à goutte, elle conçoit aussi des machines et des nouveaux procédés. Nous devons encore améliorer le rendement alimentaire par hectare et aussi développer des solutions tout automatisées parce que la prochaine génération ne voudra pas travailler aussi durement. Elle préférera gérer les cultures grâce à leur smartphone. Netafim crée encore de nouvelles solutions et pour tous les continents. Ici, par exemple, les bacs de fraises sont suspendus de manière à les cultiver plus facilement. Eau et produits chimiques sont distillés au compte-gouttes. Dans cette verrière, faite pour les pays froids comme la Hollande ou la Russie, chaque unité semée est suspendue à des fils et irriguée. Une solution qui augmente de 200% la productivité des tomates. Lors de la récolte, on remonte les bacs et on achemine les fruits en dehors de la structure. En Asie, c'est la productivité du riz qui intéresse, surtout en Chine et en Inde. Le riz qui a l'habitude de se cultiver immergé peut être lui aussi irrigué au goutte à goutte. Une révolution qui bouleverse des traditions millénaires. Ça prend du temps, c'est une autre perception des choses. Vous devez changer des milliers d'années de traditions d'irrigation immergée. Vous avez besoin d'adapter les populations au mode du goutte à goutte et nous avons de très bons résultats. Nous assurons dans les années à venir 10 à 11 tonnes de production par hectare et au lieu de semer à la main, nous parlons d'introduire des machines à semer. Netafim veut aussi s'adresser aux petits producteurs d'Afrique. Elle développe des solutions bon marché et qui s'adaptent aux surfaces difficiles. Nous avons ici un panneau solaire et là une pompe qui prend l'eau et la propulse en haut de cette petite colline. Et c'est de cette colline qu'on irrigue grâce à la gravité. Dans les endroits où il n'y a pas d'électricité, le solar est une bonne solution. Une solution à $200 l'unité. Un prix bon marché mais encore trop cher pour une majorité. Ces achats peuvent être alors subventionnés par des ONG ou des États pour vraiment être développés.
Plus grand client de l'entreprise israélienne, l'Inde et les États-Unis subventionnent entre 50 et 90% les modes de culture importés par Netafilm. En 2014, les revenus de la multinationale atteignaient les 774 millions de dollars, le milliard peut-être pour 2020. Alors on va parler d'un autre succès économique à présent. Bonsoir Lionel Friedfeld, analyste financier, celui d'Airbus Hélicoptère qui a peut-être décroché le contrat du siècle en Pologne. Exactement, le contrat d'une décennie en Pologne. Il devrait livrer entre 60 et 70 hélicoptères pour un montant d'un contrat estimé entre 2,5 et 3 milliards d'euros. C'est considérable et surtout que en fait, Airbus était considéré comme un outsider. Il y avait Sikorsky, les Américains, qui devaient remporter ce contrat, mais également les Italiens à Augusta. Et en fait, Sikorsky a même essayé de pénétrer dans le système d'Airbus pour voler des fichiers confidentiels. Finalement, pourquoi Airbus l'a gagné ce contrat? Ils ont accepté de transférer une partie de la technologie en Pologne, en créant notamment un centre de recherche et développement en Pologne, en nouant des partenariats stratégiques avec des sociétés polonaises. Et donc, le gouvernement a dit oui à ce contrat du siècle. Alors, c'est pas encore signé parce qu'il y a encore des tests à effectuer. Effectivement, il y a toujours des tests, la partie hélicoptère. Il faut savoir que c'est important. Ça serait véritablement pour Airbus Hélicoptère un contrat de la décennie, on l'a dit. Évidemment, les Américains, les Italiens sont déçus, mais il faut savoir qu'en 2014, le gouvernement polonais a lancé une nouvelle offre d'appel, notamment pour à peu près 1 milliard d'hélicoptères. Et peut-être que le gouvernement polonais va faire ce qu'a fait le gouvernement du Qatar la dernière fois. Il avait attribué une partie des hélicoptères, notamment à la France, notamment pour le transport, et d'autres parties aux États-Unis pour les hélicoptères de combat. Merci beaucoup pour donc cette annonce intervenue aujourd'hui. Lionel Friedfeld, analyste financier. Le football, avec ce soir les quarts de finale retour de la Ligue des Champions et un défi quasi impossible pour le PSG. Aller se qualifier à Barcelone après avoir perdu à domicile 3-1 la semaine dernière. Lise Barenbaum. Mission presque impossible pour le Paris Saint-Germain ce soir au Camp Nou. Les Parisiens vont affronter le FC Barcelone en quart de finale retour de Ligue des Champions. Dominés à l'aller 3-1 sur leur propre pelouse, les hommes de Laurent Blanc devront marquer 3 buts pour espérer passer en demi-finale. Statistiquement, le club de la capitale n'a que 1,8% de chances de se qualifier. Je suis un garçon quand même assez réaliste. Donc on pose tous des questions, vous posez tous des questions en disant comment on fait pour y croire. Oui, on y croit, mais comme vous. On sait très bien la tâche qui nous attend demain, elle est extrêmement difficile. Le Barça a la meilleure défense de Liga et encaisse très peu de buts, surtout à domicile. Seulement 9 en championnat et 2 en C1 cette année. Le PSG pourra compter sur un effectif renforcé avec le retour de Zlatan Ibrahimovic et de Marco Verratti, tous deux déjà buteurs face à Barcelone lors de la phase de groupe. Le capitaine Thiago Silva et Thiago Motta sont encore forfaits. Mais après une victoire face à Nice en championnat 3-1, le moral des troupes parisiennes est regonflé. Côté barcelonais, après une victoire 2-0 contre Valence, les voyants sont au vert. Malgré les relations supposées tendues entre l'entraîneur et certaines stars de l'équipe, comme Messi et Neymar, le niveau reste exceptionnel. Notamment du côté de Luis Suarez, qui vient d'enchaîner 3 buts sur ses 2 derniers matchs. Le PSG devra donc se surpasser pour ne pas, après 2013 déjà contre Barcelone et 2014 face à Chelsea, rester une nouvelle fois à la porte du dernier carré européen. Voilà, et ce soir, le Bayern aussi tente de remonter le même score, mais à domicile cette fois face à Porto. Et puis en basket, la chute du tenant du titre en Euroleague, c'était hier soir. Le Maccabi Tel Aviv a perdu son 3e match en série de quart de finale contre les Turcs de Fenerbahçe. La série a été disputée au meilleur des 5 matchs, ce qui signifie donc l'élimination du club de Tel Aviv qui avait pourtant remporté l'épreuve à la surprise générale l'an dernier. On va se retrouver dans un instant et on reviendra sur les cérémonies du souvenir en Israël avec justement cette question autour de la manière avec laquelle les Arabes israéliens vivent cette journée. Comment le souvenir peut-il être marqué par les Arabes israéliens? Et puis aussi la question des victimes du terrorisme avec l'inscription du Palestinien Mohamed Abou Khder. On se retrouve dans un instant. Avant de fêter son indépendance jeudi, Israël se souvient à partir de ce soir des soldats tués au combat. Une minute de silence a été observée tout à l'heure dans tout le pays. Hommage également aux victimes du terrorisme. Et pour la première fois, un Palestinien, Mohamed Abou Khder, a été inscrit sur cette liste des victimes israéliennes du terrorisme. On va en parler dans un instant.
Bilan revu à la hausse après le naufrage d'un bateau de migrants en Méditerranée dimanche dernier. 800 personnes sont portées disparues, 2 passeurs interpellés. Ils vont être poursuivis pour homicide. Et puis l'ouverture du procès de l'ancien comptable d'Auschwitz aujourd'hui en Allemagne. Âgé de 93 ans, il a demandé pardon mais refuse d'être considéré comme un bourreau. Verdict fin juillet. Et puis à l'instant, cette dernière minute, ça concerne le Yémen. La télévision saoudienne annonce ce soir que la coalition arabe a décidé de mettre fin à son opération de bombardement menée depuis le mois de mars au Yémen et qui a fait plusieurs centaines de victimes et des milliers de blessés. Donc information diffusée ce soir, pas d'autres précisions pour l'instant. On revient donc à ces cérémonies marquant la journée du souvenir en Israël. On a vu tout à l'heure la cérémonie officielle qui avait lieu devant le mur des Lamentations à Jérusalem, mais une contre-cérémonie a lieu également depuis plusieurs années. Elle rassemble des associations de gauche israéliennes, pacifistes et des associations palestiniennes pour célébrer les morts de part et d'autre lors des différents affrontements entre Israéliens et Palestiniens. Cela se passe donc en Israël et on va retrouver sur place Maël Benoliel. Bonsoir Maël. Oui, Jean-Charles, environ 1500 personnes se rassemblent actuellement pour cette cérémonie que l'on pourrait qualifier d'alternative. Une alternative à la cérémonie officielle qui prend place en ce moment même du côté de Jérusalem. Ici, au parc des expositions de Tel Aviv, les familles israéliennes et palestiniennes commémorent ensemble la perte de proches victimes du conflit israélo-palestinien. Et c'est bien là le principal message de cet événement. La souffrance et le malheur au regard du conflit et de ses victimes n'appartient pas seulement à un côté ou à un autre. Les deux peuples sont bien sûr évidemment concernés. D'ailleurs, une centaine de Palestiniens ont reçu des autorités israéliennes les autorisations nécessaires pour se rendre depuis les territoires palestiniens jusqu'ici à Tel Aviv. À noter que ce genre d'événement commun entre les Palestiniens et les Israéliens est largement condamné par la droite nationaliste israélienne qui a même menacé pendant un temps de faire irruption pendant la cérémonie, d'où la présence de nombreuses forces de l'ordre autour du bâtiment. Mais pour le moment, à l'heure où la cérémonie est sur le point de débuter, aucun désordre n'est à déplorer. Voilà, merci Maël Benoliel. On va retourner à Jérusalem maintenant où on était tout à l'heure pour les cérémonies officielles. Cette fois, Daniel Haïk, vous êtes sur place, poursuite de cette cérémonie. Oui, cette cérémonie, Jean-Charles, s'est terminée il y a quelques minutes à peine. Une cérémonie extrêmement forte en émotion qui a débuté par la sirène du souvenir, qui s'est poursuivie par l'allumage d'une flamme du souvenir par le président de l'État, Reuven Rivlin, accompagné de Moria Ashkenazi, la veuve du sergent-chef Yair Ashkenazi, qui est tombé au combat lors de l'opération Bordure Protectrice à Gaza le 25 juillet dernier. Il y a eu deux discours, celui d'abord du président de l'État, Reuven Rivlin, qui a exprimé sa sympathie, sa solidarité aux familles des soldats tombés au combat et qui étaient très nombreuses ici présentes. Il leur a dit que le soir, lorsqu'il allait dormir, il pensait à eux, il pensait à elles, il pensait au sacrifice de leurs enfants, de leurs frères, de leurs parents pour la défense de l'État d'Israël, et que lorsqu'ils se retrouvaient ainsi, il pleurait le soir, donc le souvenir des soldats tombés au combat. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, nouveau chef d'état-major Gadi Eisenkot, a lui aussi prononcé un discours qui était dirigé vers les familles des soldats tombés au combat, mais aussi un discours avec une allusion concernant la situation sécuritaire. Dans tous les cas de figure, nous sommes prêts à faire face à toutes les situations, a dit le chef d'état-major de l'armée israélienne, allusion donc à cette situation instable dans la région. La cérémonie s'est terminée par la prière des endeuillés, le Kaddish, la traditionnelle prière des morts, et par la Tikva, l'hymne national israélien. Demain, Jean-Charles, après une sirène du souvenir de 2 minutes à 11h heure locale, débuteront dans tous les cimetières militaires israéliens des cérémonies du souvenir. On attend plus d'1 500 000 Israéliens demain dans ces cimetières militaires pour se recueillir sur les tombes des soldats et pour évoquer leurs souvenirs. Et il faudra noter aussi qu'à 1h, à 13h, il y aura une seconde cérémonie du souvenir
souvenir, à la mémoire cette fois des 2538 victimes du terrorisme. C'est une cérémonie qui a été rajoutée à cette journée du souvenir il y a une dizaine d'années après les dures épreuves de l'intifada qui a coûté la vie à plus d'1 millier d'Israéliens, de civils israéliens. Merci Daniel Haïk, donc en direct de Jérusalem. Alors, 2 regards à présent sur cette journée du souvenir. Boaz Bismuth, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste au quotidien Israël Hayom. Bonsoir Amir Badran, vous êtes avocat à Yafo. Est-ce qu'on peut parler de cette journée du souvenir en occultant une partie, l'autre partie si vous voulez, c'est-à-dire les Palestiniens, les Arabes israéliens? Boaz Bismuth. Ça fait partie de l'histoire, mais je vais vous dire juste une chose. Je regardais le reportage de votre journaliste Benoniel en parlant justement de cette cérémonie alternative. Et finalement, si aujourd'hui dans les médias israéliens, vous ne voyez pas d'écho à cette cérémonie alternative, c'est surtout pour une raison que je me demande, c'est un manque de respect total vis-à-vis des victimes israéliennes, de ces soldats morts, de ces milliers de soldats morts et de ces victimes des attentats. Parce que si on regarde un petit peu à travers le monde, je crois qu'on est un des rares endroits au monde où justement on partage, ça veut dire la douleur de nos propres morts, de nos propres victimes, de nos propres héros, avec, si vous voulez, un petit peu la mémoire quand même de nos ennemis. Donc je trouve que c'est quand même inconcevable, mettons quand même les pendules à l'heure et quand même soyons un petit peu logiques. Là aujourd'hui, c'est une journée aujourd'hui ô combien importante dans laquelle on commémore nos victimes, ceux que grâce à eux nous sommes où je suis là ce soir et votre plateau ou votre studio existe aussi. Amir Badran, comment les Arabes israéliens vivent-ils cette journée justement du souvenir et cet hommage donc aux soldats israéliens tombés? Le sentiment est partagé, mais il faut dire que la grande majorité des Arabes vivant à l'intérieur de l'État d'Israël se considèrent palestiniens. Que ce soit des chrétiens ou des musulmans, ce sont des descendants des habitants d'origine de la Palestine et de l'État d'Israël bien avant que l'État d'Israël a été créé. La terre d'Israël. Donc l'État d'Israël. La terre d'Israëel. Avant l'État d'Israël, la terre d'Israël. Ça, on peut en discuter. L'histoire peut tout dépend où on va pour regarder l'histoire. Vous parlez des chrétiens dans la Bible chrétienne, on parle d'un endroit où il y a plusieurs identités et les identités sont différentes dans un tout petit État. Le clivage entre identité et religion est très difficile à comprendre et à subir ici dans l'État d'Israël. Et la grande majorité des Arabes considèrent ce jour-là non pas comme un jour d'indépendance comme le trouve le côté israélien, le côté juif, mais trouvent en ça le jour de la Nakba. Et pour expliquer ce que c'est la Nakba est un mot en arabe qui veut dire en fait la grande catastrophe dans laquelle il y a des millions de personnes ont été évacuées de leur terre d'origine et ils étaient obligés de partir ailleurs. Et pourquoi? Donc pourquoi? Parce qu'en fait il y avait besoin de mettre un État en place et la politique installée, c'était avoir plus de terres avec moins de gens dedans. D'ailleurs, la ville où on est là à Jaffa, Jaffa était une ville palestinienne avant 1948. Il y avait à peu près 120 000 Palestiniens à Jaffa. Et après 1948, on est resté 3 000 personnes. Ces gens-là ont dû quitter leur maison. Ils ont tout laissé en place. Et aujourd'hui, ils sont considérés comme des gens qui sont non existants. Non existants, et c'est pour ça que leur bien a été donné à l'État, a été pris par l'État, saisi par l'État. Alors, il y a une différence de narratif, on l'a bien compris entre vous deux. Je voudrais qu'on... De narratif, juste une mauvaise foi, une hypocrisie. J'adore la façon dont on réécrit l'histoire, et par ailleurs, vous n'avez pas encore compris, et c'est ça le drame. 67 ans après, nous, aujourd'hui, bien sûr, on commémore nos morts, et demain, on va célébrer notre État. Vous, si vous aviez un petit peu, si vous avez reconnu les erreurs du passé, peut-être... Vous vous adressez à moi, vous, en tant que représentant des Palestiniens. Non, je ne suis pas là vous dites vous-même, sous ce chapeau-là. Vous dites vous-même moi, je suis là pour donner une image un peu plus claire. Je vais vous répondre. Je vais répondre point par point. Je vais vous répondre. D'abord, vous parlez un petit peu de l'histoire. Alors déjà, commençons par vous parler de Palestiniens. Alors si vous veut réécrire l'histoire, allons très très loin. Je sais ce que vous allez faire. Vous allez dire que nous, les Israéliens, les Juifs, on parle toujours. Les Juifs. Non, mais je connais déjà parce que vous êtes tellement prévisible et c'est ça le drame et c'est pour cela vous aimez tellement être les victimes. Ben monsieur, si vous voulez continuer comme ça, je veux dire une chose.
l'histoire des faits. Regardez un petit peu les pays voisins. Regardez un petit peu, monsieur, les Allemands. Regardez un petit peu les Japonais. Comment ils regardent l'histoire avec leur passé, leurs erreurs, et finalement ils avancent. Vous voulez parler de la Nakba. Alors c'est vrai que Nakba est un terme arabe. C'est vrai que la Nakba au départ c'était une catastrophe naturelle. Par la suite, après la guerre des 6 jours, Nakba a pris une autre tournure où vous avez utilisé le mot Holocauste. Est-ce que je me trompe ou pas? Et pourquoi? Parce que les armées arabes ont accepté de cesser le feu. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en novembre 1947, les Nations Unies, la communauté internationale, le droit international, vous êtes avocat, parle de 2 États, de 2 États pour 2 nations si vous voulez. Qui a dit oui, qui a dit non? Et dans le partage, qui avait le territoire le plus grand? Nous ou les Arabes? Dites-moi vous. Est-ce que Jérusalem, capitale éternelle, ville de David quand même, à ce que je sache, est-ce qu'elle était à nous? Elle n'était pas à nous. Mais qu'est-ce que nous avons fait? On a pris ce que l'on nous a donné et on est parti travailler. Les égouts, l'éducation, tout ce que vous voulez, la santé, on a construit un État. Des guerres. Et finalement, la guerre, l'annexion de, non mais c'est vrai de Jérusalem. Non mais je vous réponds monsieur, je vous réponds. Quelle mauvaise foi. C'est vrai que lorsqu'il y avait le partage en novembre 47, c'est vrai que je pense que vous devez être un peu plus poli quand vous parlez. Non, parce que désolé quand quelqu'un vient, désolé, je suis poli avec quelqu'un d'honnête. Quand vous parlez de faits, laissez-moi répondre juste une chose. Est-ce que je vous pose une question? Soyez exact et poli. Exact, soyez exact. En novembre 47, lorsque la communauté internationale, on n'a rien volé, on nous l'a donné. Est-ce que 6 États arabes viennent avec des roses? Est-ce que les Arabes de la terre vous pouvez nier le fait qu'il y a eu une Nakba à côté de ce jour-là qui est appelé indépendance. La raison de ce que vous appelez Nakba. Mais pourquoi? Dites-moi vous les faits. Donnez-les. Il faut comprendre que depuis 2011. Est-ce que j'invente? Attendez. Est-ce que j'invente? Est-ce que ce que je viens de dire? C'est pas des questions que vous posez. Il y a quelqu'un qui c'est à la base, monsieur, avant de pleurnicher. Écoutez, il faut savoir aussi entendre et écouter ce qu'il y a en face et non pas uniquement de parler. Alors donnez la possibilité de parler. Il nous reste très peu de temps, il faut qu'on ait le temps. Il faut comprendre, c'est pas vous le chef ici pour donner un alors écoutez, je pose une question. Est-ce que je suis en train de inventer quelque chose? Je vais vous donner des réponses. Est-ce que j'ai inventé quelque chose? Non mais il répond pas. La loi 2011, une loi 2011 appelée la loi Nakba. Je parle de 47, il me parle de 2011. Parlons-en d'aujourd'hui. Parlons-en. Mais pourquoi aujourd'hui à cause d'hier? Initiée par Faïna Kirschenbaum et ses parlementaires amis de Mifleget Israël, Betenu. Aujourd'hui, entre parenthèses, soupçonné, en grande polémique, soupçonné pour pot de vin, soupçonné pour fraude, abus de vin. Pot de vin, abus de biens sociaux, tout ce que vous voulez. Alors là, ces gens-là, c'est vrai parce que l'autorité palestinienne, c'est la pureté même. Il faut savoir écouter. Vous dites n'importe quoi. Mais pourquoi vous faites ça? Vous voulez pas écouter? Ça vous dérange? Non, les mensonges vous dérangent. Alors, quand on parle de si une organisation arabe ou autre qui commémore le jour d'indépendance comme une journée de deuil, ou si par hasard une association nie ou parle de la négation de l'État d'Israël en tant qu'un État juif, eh ben ça c'est contraire à la loi aujourd'hui. Et depuis que c'est devenu très à la mode de parler de l'État juif en tant que l'État-nation, État juif, donc aujourd'hui on essaye de plus en plus de parlementaires de mettre en place des lois racistes pour justement attaquer ces minorités qui existent à l'intérieur de l'État d'Israël. Alors allez-y, répondez là-dessus. N'allez pas à votre droit d'histoire. Je réponds sur tout ce que vous voulez. D'abord sur Faïna Kirschenbaum. Nous sommes une démocratie, je suis fier de l'être. Par ailleurs, même nous avons un parti arabe de 13 députés, y compris une dame qui était sur la flottille. Ça, c'est la démocratie israélienne. Et voilà ce que nous avons, bravo. Maintenant, vous avez évoqué au tout début avec vos beaux discours sur justement les Palestiniens, chrétiens et musulmans, bien sûr. Alors, quelle chance justement pour ceux qui sont restés, ceux qui n'ont pas choisi justement la guerre, ceux qui sont très très heureux de vivre parmi nous. Regardez, vous parlez de 2011, moi je voulais parler de 47 dans ce journée comme aujourd'hui. Vous voulez parler de 2011, parlons de 2015. Parlons de 2015, chrétien. Mais 2015, 2011 et 2015, c'est pareil. Est-ce qu'il est mieux d'être un chrétien? Est-ce que c'est mieux d'être un chrétien arabe en Israël, raciste, fasciste, si vous voulez, ou peut-être être chrétien dans un magnifique pays qui s'appelle la Syrie, l'Irak, la Libye, le Yémen. Répondez-moi, mais vous avez que Israël en tête. Et c'est une des raisons, vous n'avez pas compris une chose, c'est que justement, avec nous, c'est parce que les autres depuis très longtemps, ça fait d'Israël. Moi, je suis très fier. Vous savez, j'ai une chose à vous dire. Moi, c'est comme ça que vous voyez les choses. Tous les ans, non. Tous les ans, on se regarde devant le miroir et on est tellement fiers, justement. Tous les ans, je vous inquiète. Moi, justement, il y a un problème que vous avez. C'est qu'on est arrivé aujourd'hui en 2015, dans lequel nous, les Israéliens, avec tout le respect, à droite,
droite, Quel à respect? gauche, Vous les n'avez tsunamis. aucun respect à ces gens-là. On n'a aucun vous les respect. niez. Quel respect? Vous êtes en train de parler de respect. Le grand paradoxe, le grand paradoxe, c'est le jour où les Palestiniens auront un État. C'est pas grâce au monde arabe, c'est pas grâce à vous, mais c'est grâce à Israël. Alors, on va pas pouvoir aborder si vous voulez un jour, si la vous changez question un petit peu d'Abu votre Kder. J'aurais comportement. voulu avoir votre avis là-dessus. Malheureusement, on n'a plus le temps. Merci Boaz Bismuth, merci à vous Amir Badran. Donc, on a bien compris qu'il y avait là deux visions très différentes de cette journée partagée sur cette antenne. On en continue d'en parler évidemment, mais dans un instant, on s'intéressera à toute autre chose, à l'économie israélienne et à ses blocages avec notre invité Yaron Zelicha. Merci à vous deux. L'invité dans un instant.